Bonjour. D'abord, je remercie le docteur Soisson de m'avoir invité à cette journée sur la sclérose en plaques. Et alors, moi, je vais vous parler, c'est un gros sujet, des traitements des troubles urinaires dans la sclérose en plaques. Et moi, je vais parler que de la sclérose en plaques, contrairement au docteur Chaput. Donc, c'est un sujet très important parce que les troubles urinaires dans la sclérose en plaques, ils sont fréquents. Pas forcément au début de la maladie, parce qu'on voit qu'ils sont inauguraux dans 5 à 10% des cas, qu'ils apparaissent en moyenne 6 ans après le début de la maladie, mais on voit qu'ils sont présents dans 80% des cas au cours de toute l'évolution de la maladie. Et je vous ai mis cette première petite affiche ici. Je pense que le premier traitement, c'est d'en parler. C'est la chose la plus importante au début, c'est de ne pas se dire que c'est inéluctable, qu'on n'ose pas en parler parce qu'on est gêné, que de toute façon, il n'y aura rien à faire. Je pense que vraiment, il faut en parler avec votre médecin qui commencera à faire les prises en charge, les examens de début pour essayer de voir ce qu'on peut faire comme prise en charge. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut traiter? Il y a deux objectifs dans cette prise en charge. Le premier, c'est de prévenir la détérioration du haut appareil. On a un capital précieux, indispensable, ce sont nos reins. Et ces reins, il faut essayer de garder au maximum leur fonctionnement. Ce d'autant qu'il y a des facteurs de risque que l'on peut définir et qui nous amènent à être encore plus vigilants. Donc il faudra, tout au long de l'évolution et de la prise en charge, faire des examens et voilà, bien être attentif, mettre en place les traitements pour préserver les reins. Je vous rassure quand même, les troubles du haut appareil sont moins fréquents quand même dans la sclérose en plaques que par exemple, que chez les blessés médulaires. La deuxième raison de traiter, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment un objectif extrêmement important. On sait que dans la sclérose en plaques, quand on demande aux personnes quelle est la chose qui retentit le plus dans leur qualité de vie, eh bien les troubles urinaires arrivent en premier avant les troubles moteurs. Donc c'est dire l'importance de ces troubles. Alors ça, c'est, je crois, la diapositive qui est peut-être la plus importante. Elle est importante pour vous, j'espère, pour comprendre la suite de ma présentation. Et je dirais qu'elle est primordiale pour nous, parce que je pense que pour traiter, il faut comprendre quel est le dysfonctionnement et sur quoi on va agir. Et quelquefois, on a des mêmes symptômes, mais les causes sont différentes. Et si on se trompe de cause, on va se tromper de traitement et on ne sera pas efficace. Alors voilà, la vessie, c'est une pièce de théâtre. Le fonctionnement de la vessie, c'est une pièce de théâtre en 2 actes, le stockage et la vidange, avec 2 personnages qu'on va appeler le détrusor et le sphincter. Alors le détrusor, c'est cette partie musculaire, voilà, qui est ici en rose, presque rouge. C'est du muscle lisse, c'est-à-dire que c'est un muscle dont on n'a pas la commande volontaire et qui fait partie des constituants de cette petite poche qu'est la vessie. Et alors le détrusor, il enveloppe comme ça, il entoure la vessie. Le sphincter, en fait, j'ai mis le sphincter, il y en a 2. Il y a un sphincter en muscle lisse qu'on ne peut pas commander, et un sphincter en muscle strié qu'on peut commander par sa volonté. Et ces 2 sphincters, ils entourent, c'est un petit manchon cylindrique qui entoure l'urètre et qui va donc être utilisé pour empêcher les fuites ou bien au contraire laisser les urines s'écouler. Alors voilà, nos deux personnages sont mis en place. On a donc 2 actes. Le premier, c'est le stockage. C'est une partie très longue. C'est la partie qu'on est en train de vivre tous depuis qu'on est assis dans cette salle et qu'on n'a pas bougé. C'est la vessie qui se remplit tranquillement en temps normal, puisque je suis dans le fonctionnement normal. La vessie, le détrusor, il doit être il ne doit pas intervenir. Il doit être silencieux, il doit se laisser distendre, la vessie se remplit petit à petit, le besoin arrive, va prendre de l'ampleur, et voilà, ça peut durer donc vraiment plusieurs heures. La vidange, elle, c'est le contraire. La vidange, c'est une partie qui va être rapide, heureusement, parce que sinon, tout à l'heure, il y aurait une queue considérable devant les toilettes si ce n'était pas rapide. Les urines, le détrusor va jouer son rôle, il va au contraire être actif, il va
se contracter pour expulser les urines, et le sphincter va devoir se relâcher pour que les urines se libèrent rapidement. Donc, deux phases avec deux personnages qui ont deux rôles complètement différents. Le stockage, le détruseur est tranquille, le sphincter agit pour éviter les fuites. La vidange, le détruseur est actif, il se contracte pour expulser les urines, et le sphincter, au contraire, doit se libérer. Alors voilà, les traitements, on va voir les traitements en fonction des différentes phases que je vous ai exposées. Donc on va avoir les troubles de la phase de stockage, les troubles de la phase de vidange et les troubles des deux phases. Donc on va avoir des traitements à chaque fois. Et donc dans les troubles des deux phases, qui sont parfois concomitantes, on prendra un peu des traitements de chaque phase. Donc on va commencer par les troubles de la phase de stockage. Alors on a vu le bel équilibre de la vessie tout à l'heure. Et bien là, il y a un déséquilibre. Le détruseur donc agit trop alors qu'il devrait être silencieux, il se contracte et le sphincter fait tout ce qu'il peut pour résister, pour éviter les fuites, mais quelquefois c'est le détruseur qui l'emporte et le sphincter n'est pas assez costaud et il va y avoir des fuites. Donc je vous ai mis ici, un petit tableau avec, voilà, ici en gris, vous avez ce qu'on va appeler l'hyperactivité vésicale, le détruseur fonctionne trop. En violet, c'est l'incontinence urinaire liée à cette hyperactivité vésicale. Et puis, n'oublions pas qu'on n'a pas qu'une maladie neurologique. On peut aussi avoir des causes urologiques ou gynécologiques. Et par exemple, c'est les incontinences urinaires à l'effort. On peut très bien avoir aussi une incontinence urinaire à l'effort et on peut avoir du coup en bleu marine l'incontinence urinaire mixte, c'est-à-dire qui est à la fois due à l'hyperactivité de la vessie et à la fois due à une incontinence à l'effort. Donc l'hyperactivité vésicale, là vous avez une vessie normale, elle se contracte quand elle va être pleine. Là, vous avez une vessie hyperactive, et elle est à peine pleine qu'elle va déjà se contracter et ça va entraîner une série de troubles, des envies impérieuses, pressantes d'aller aux toilettes, des urgences mictionnelles, comme le montre le petit schéma, une pollakiurie, c'est-à-dire la nécessité d'aller très souvent, très régulièrement aux toilettes, et au maximum, l'incontinence. Alors, les traitements, on va essayer de faire mieux que toutes les sortes de protections absorbantes qui existent. Voilà, c'est évidemment quelquefois incontournable, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire en priorité. J'ai mis exprès pour les hommes l'étui pénien, qui est quand même une solution qui quelquefois peut être plus confortable que les protections et que l'on ne peut pas utiliser chez les femmes. Et puis nous en reparlerons, la sonde Admer, elle est vraiment la dernière chose à utiliser si l'on peut. Alors voilà, les traitements de cette fameuse hyperactivité vésicale, de ces contractions du détrusor. On va, comme on l'avait dit tout à l'heure pour la spasticité, c'est la même chose. On va traiter d'abord des facteurs favorisants, parce que ces facteurs favorisants vont créer un déséquilibre et vont entraîner des contractions du détrusor. Donc déjà les infections urinaires, effectivement. Quand on a une infection urinaire, on a une vessie qui est irritable, on va très souvent aux toilettes, on a des fuites. Donc voilà, c'est exactement le même tableau. Ça montre que ça irrite effectivement la vessie et le détrusor. Les épines irritatives, on retrouve les mêmes. La constipation avec les fécalomes, les calculs par exemple qui peuvent être présents dans la vessie, les ongles incarnés, les escarres, les plaies. Tous ces éléments-là sont à prendre en charge. Et ensuite, on a des traitements. Alors, on va avoir des traitements médicamenteux par voie orale, des traitements qu'on va pouvoir injecter dans la vessie, des traitements fonctionnels et des traitements chirurgicaux. Je vous ai mis je vous ai mis 2 ou 3 articles comme ça, qui sont vraiment, je trouve, des choses qui donnent de très bonnes explications, qui sont très claires, que vous pouvez trouver sur le site de l'Association française d'urologie. Si vous tapez AFU et que vous mettez ces titres-là, vous allez retrouver les articles dont je me suis inspirée pour vous présenter ce topo. Alors, les premiers traitements médicamenteux par voie orale, ce sont ce qu'on appelle les anticholinergiques. On les utilise beaucoup et ils nous rendent quand même beaucoup de services. Alors, vous voyez, là, vous avez la vessie et sur la vessie, vous avez des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs muscariniques. Eh bien, les anticholinergiques vont se fixer sur ces récepteurs et vont empêcher le fonctionnement normal.
Donc, ils vont bloquer les contractions vésicales que l'on voulait justement supprimer. Et ils vont aussi moduler les messages afférents, ce qui vient de la vessie, toute la sensibilité qui peut être irritée et qui peut enclencher des contractions de vessie. Donc, il y en a que vous connaissez peut-être, l'oxybutinine, qu'on appelle ditropan, le chlorure de trospium ou séris, la solifénacine ou vésicaire, la phésothérodine ou toviaz. C'est peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Bon, grosso modo, on dit qu'il n'y a pas de supériorité d'un traitement par rapport à l'autre. Bien sûr, ils ont des contre-indications que l'on doit vérifier avant de les prescrire, principalement le glaucome, la myasthénie, quelques troubles du rythme, les gros troubles digestifs. Il peut y avoir aussi l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, et ce n'est pas recommandé pendant la grossesse. On va les choisir en fonction justement des troubles. Si on a des troubles cognitifs, si on a des troubles hépatiques, rénaux, voilà, on va faire attention. Et également, il faut faire attention chez les personnes âgées, parce qu'en fait, ces anticholinergiques, ils sont présents dans beaucoup de médicaments qui sont répertoriés. Donc, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas un cumul des effets secondaires. Et bien sûr, ils ont des effets secondaires, parce que je vous ai montré les récepteurs sur la vessie, mais il y a des récepteurs sur toutes sortes d'organes. Et donc, la molécule va aller aussi se fixer sur ces organes et entraîner des effets secondaires. Les plus fréquents, c'est la bouche sèche. Ensuite, il y a la constipation, il y a des nausées, des troubles de l'accommodation, la sécheresse oculaire, des céphalées, des vertiges, des insomnies. C'est principalement, et puis la confusion mentale et la rétention urinaire dont on va parler. Alors, ce sont des traitements qu'on donne en première ligne, c'est-à-dire on peut les utiliser en première intention. Ils sont assez faciles à utiliser parce qu'on peut mettre des doses progressives, on peut changer de produit, on peut associer 2 anticholinergiques, donc ça nous donne quand même une assez large palette de prise en charge. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un équilibre et je vous ai montré que là, c'était le détrusor qui gagnait. Mais je vous ai mis qu'il fallait surveiller la vidange vésicale, parce que si on calme trop le détrusor, on risque de basculer le déséquilibre dans l'autre sens et qu'à ce moment-là, on se retrouve en rétention. Et à ce moment-là, il faut vraiment surveiller la vidange vésicale, voir au bout d'un mois de traitement si la personne arrive quand même à bien vider sa vessie. Voilà, surtout si on est étonné, qu'on trouve qu'on n'a pas une bonne réponse au traitement, ou bien que la personne fait des infections urinaires. Ça veut peut-être dire qu'elle n'arrive plus à bien vider sa vessie et qu'il va falloir quelquefois recourir aux autosondages. Il faut surveiller les effets secondaires qui sont souvent la cause d'arrêt du traitement. Pas parce qu'ils sont graves, mais parce qu'ils sont quand même gênants, d'avoir tout le temps la bouche sèche, d'avoir une augmentation de la constipation. Alors quelquefois, il faut aussi bien traiter la constipation pour arriver à trouver un juste milieu. Et la réponse n'est pas trouvée. On s'est posé la question de savoir si par moment il fallait faire une fenêtre thérapeutique, interrompre le traitement et le reprendre par la suite pour resensibiliser les récepteurs. Alors on a un deuxième traitement qui s'appelle les bêta-3 agonistes. Je vous en parle quand même, mais il a un gros souci, c'est qu'il n'est pas remboursé. Et donc c'est vrai qu'on ne le prescrit pas souvent. Lui, il agit sur d'autres types de récepteurs, voilà, qui sont les petits récepteurs bleus. Et ils vont agir surtout sur les messages sensoriels qui viennent de la vessie. Ils ne jouent pas beaucoup sur la contraction du détrusor. Ils ont surtout des effets cardiaques. Bon, ils sont intéressants. Pas tellement, on n'a pas trop d'informations sur les effets qu'ils donnent chez un patient avec une vessie neurologique, mais son gros souci, c'est que c'est pas remboursé. Et je crois que ça fait à peu près un prix de, j'ai regardé, ça doit être à peu près 60 € par mois, ce qui est quand même pas neutre, hein, pendant X mois. Alors, comme je sais que c'est très à la mode, les cannabinoïdes, j'ai voulu vous en parler, bien que c'est pareil, on n'est pas encore ce traitement, il n'est pas arrivé sur le marché. Mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler et ça me donne l'occasion de vous mettre ce deuxième article de Marianne Dessèze qui est très intéressant, qui fait le point sur les troubles vésico-sphinctériens sexuels et la maternité. Et donc, elle nous dit qu'il y a 2 études contrôlées qui ont étudié le résultat des cannabinoïdes. Et il y en a une étude qui a montré qu'il y avait une diminution des épisodes d'incontinence sur urgenturie et une diminution du pas de test, c'est-à-dire ça quantifie l'importance des fuites, donc une diminution des fuites.
mais il n'y avait pas d'impact sur la qualité de vie et il n'y avait pas de retentissement sur le bilan urodynamique. Et aujourd'hui, donc, les cannabinoïdes n'ont pas d'AMM dans le traitement des troubles vésico-sphinctériens. J'ai mis les traitements adjuvants. Alors le traitement adjuvant, on ne va pas jouer sur le détrusor comme tout à l'heure, on va jouer sur la sécrétion d'urine. Ça a un intérêt, c'est comme une sorte d'antidiurétique, voilà, qui a un intérêt surtout quand les gens sont très dérangés la nuit, parce qu'il y a donc une diminution de la sécrétion d'urine pendant la nuit, et donc ça peut être intéressant pour éviter d'avoir à se lever plusieurs fois la nuit. Le souci, c'est qu'il y a pas mal d'effets secondaires parce que ça entraîne une baisse de la natrémie avec toutes sortes de conséquences, en particulier des édèmes et en particulier des troubles cardiaques. Et ce n'est pas autorisé à être utilisé chez les patients de plus de 65 ans. Enfin, juste pour ne pas l'avoir oublié, quelquefois une hormonothérapie locale chez une femme ménopausée peut améliorer la trophicité au niveau de l'urètre et aider à prendre en charge des incontinences. Alors après, on va passer au traitement par voie vésicale et c'est la toxine botulique. Alors ça, je pense que c'est quand même un traitement qui est très intéressant et qui prend quand même de l'ampleur dans la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens. Donc, ça consiste à aller passer un fibroscope et à injecter, à faire différents points de piqûre dans ce fameux détrusor pour calmer ce muscle et éviter ses contractions. Alors, c'est un traitement de deuxième ligne. On ne l'utilise pas en première intention, on l'utilise en deuxième intention. Et il a l'autorisation d'utilisation pour l'incontinence urinaire non contrôlée par les anticholinergiques dans la sclérose en plaques et chez le blessé médulaire. Donc, on est tout à fait dans notre sujet. Il commence son effet au bout de quelques jours et l'effet dure pendant 6 à 9 mois. Alors parfois, c'est exactement comme avec les anticholinergiques. On va calmer le détrusor, mais on va trop le calmer. Et du coup, on va parfois avoir besoin, pas toujours, mais avoir besoin d'avoir recours aux autosondages. Il y a un bilan préopératoire à cause des contre-indications du Botox, donc la grossesse et les antibiotiques qu'il ne faut pas utiliser. Et il y a un bilan urodynamique avant de faire ces injections. Ça se fait en chirurgie, c'est de la chirurgie ambulatoire. Il y a différentes sortes d'anesthésie. Il y a une discussion justement autour des doses qui sont utilisées pour essayer d'éviter d'avoir recours aux autosondages tout en calmant quand même le détrusor. Le suivi comprend une consultation environ 6 à 8 semaines après, avec un catalogue mictionnel, une analyse d'urine. Les complications, des douleurs, un certain inconfort qui n'est pas durable, juste après la réalisation de l'acte, des saignements, ça peut entraîner des contractures des membres inférieurs parce que ça peut temporairement augmenter la spasticité. Il peut y avoir de la fièvre, 48 heures, une fatigue généralisée. Et on note que l'efficacité est conservée lors des réinjections qui donc se font tous les 6 ou tous les 9 mois. C'est vraiment un traitement, c'est vraiment un traitement intéressant parce qu'il diminue vraiment les pressions à l'intérieur de la vessie et que lorsqu'on a des régimes de pression élevés à cause de ces contractions du détrusor qui font partie des choses qui mettent en jeu un petit peu, qui constituent un facteur de risque pour les reins, c'est quand même vraiment un traitement intéressant. Alors ensuite, on va avoir des traitements fonctionnels. Là, on n'est plus du tout dans le médicamenteux et on va avoir la rééducation, la reprogrammation fonctionnelle et la modulation du réflexe mictionnel avec une neurostimulation tibiale postérieure ou la neuromodulation sacrée. Alors, les traitements fonctionnels, ça commence par la rééducation périnéale. Pareil, un article très intéressant qui a refait le point de toutes ces rééducations. Et elle peut être utilisée, cette rééducation périnéale, seule ou associée à un autre traitement. Par exemple, on peut mettre anticholinergique et rééducation. Il y a 3 modes de prise en charge. Il y a le renforcement du plancher pelvien pour obtenir la maîtrise de son sphincter strié lorsqu'on va avoir un besoin pressant. Il y a l'utilisation du réflexe inhibiteur, parce que lorsque l'on contracte son périnée, en retour, ça peut calmer les contractions du détrusor. Donc on va utiliser ce réflexe
provoquer une contraction du périnée pour obtenir une relaxation du détrusor. Et enfin, il y aura les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, le renforcement musculaire, c'est les mêmes principes que le renforcement de tout muscle stridé. Il faut déjà prendre conscience des muscles que l'on va vouloir renforcer. Ensuite, il va y avoir des exercices de contraction volontaire. Et il a été démontré que ces exercices augmentaient la force de contraction et avaient un rôle dans l'inhibition du réflexe mictionnel. On peut faire du biofeedback. Voilà, le biofeedback, ça consiste à faire contracter les muscles et à l'aide d'électrodes, ça permet de visualiser sur un écran si on obtient l'intensité de contraction que l'on veut. Ça, on dit que c'est plus utile pour prendre conscience justement de ces muscles. On peut également faire de l'électrostimulation avec soit des électrodes cutanées, soit une sonde vaginale. Et on passe un courant pour effectivement renforcer ces muscles. Il a été démontré que ça augmentait la force de contraction des muscles du périnée, que ça inhibait les contractions du détrusor et qu'en conséquence, ça diminuait la fréquence d'émission, que ça augmentait la capacité vésicale et la compliance. La compliance, c'est la capacité de la vessie à se distendre. Et que voilà, ça diminuait ce qu'on appelle la dyssynergie vésico-sphinctérienne, c'est la discordance entre la mauvaise coordination entre la contraction du détrusor et la relaxation du sphincter. Et donc c'est efficace dans l'hyperactivité vésicale en faisant 2 fois 20 minutes pendant 12 semaines. Ça peut être quelque chose de très utile. Enfin, on va pouvoir apprendre à faire une pré-contraction volontaire. Par exemple, avant de tousser, il faut apprendre à contracter pour éviter les fuites. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant et qui prend du temps. C'est pareil, c'est un petit peu comme certains aspects de la rééducation, mais c'est vraiment aussi très efficace. Le but, c'est de corriger tout ce qui peut augmenter déjà les hyperactivités vésicales. Par exemple, de l'eau qui coule, ça c'est des expériences que tout le monde a fait. Le syndrome qu'on appelle du paillasson ou de la clé, vous rentrez avec votre clé, c'est terrible. Le froid. Alors, on va analyser tous ces éléments qui peuvent jouer, on va analyser le comportement et on va essayer de modifier ce que l'on peut modifier. Par exemple, voilà, est-ce que les toilettes sont bien accessibles? Est-ce que mes vêtements sont faciles à défaire pour gagner du temps? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma mobilité et me déplacer mieux pour aller aux toilettes? Et on va prendre en charge, avec une correction des troubles comportementaux, du déconditionnement à toutes ces circonstances qui augmentent les troubles et de la relaxation. Alors, vous avez un site qui doit s'appeler vessiehyperactive.fr et vous avez effectivement différentes choses comme ça. Par exemple, se fixer des délais. Si je me suis fixé un délai pour aller aux toilettes, par exemple toutes les 2 heures, j'essaie de le respecter et de ne pas y aller plus souvent. Par exemple, se relaxer. Voilà, quand je ressens le besoin d'uriner, j'essaie de me changer les idées. Respirer profondément. Alors, il y a aussi des conditions, des règles hygiéno-diététiques. Arrêter le tabac, contrôler son poids, parce que tout ça, ça accentue les troubles. Prévenir la constipation. Tout à l'heure, on en a parlé. Voilà, ça, c'est très important. Éviter la consommation de liquide tard dans la soirée, limiter la consommation d'alcool et de café qui augmente l'irritation, et puis suivre l'évolution pour se rendre compte de ses progrès avec un catalogue mictionnel que je vous ai mis là. Alors le catalogue mictionnel, ça consiste à marquer les heures auxquelles on est allé faire pipi, la quantité d'urine, et puis s'il y avait des fuites, et puis on peut mettre des remarques. Et ça permet de bien prendre conscience de ces troubles, et de voir si on a justement gagné en délai, si on a des mictions qui sont de volume plus important. On peut également dire qu'on peut faire des mictions préventives, c'est-à-dire on va se dire, voilà, toutes les 2 heures, avant d'attendre mon besoin urgent, je vais aux toilettes. Des mictions proposées, c'est-à-dire que là, c'est pour une personne qui ne peut pas aller toute seule aux toilettes, il faut que les aidants, l'entourage puissent systématiquement proposer d'aller aux toilettes. La contraction inhibitrice, c'est cette fameuse contraction du périnée qui va diminuer la contraction du détrusor, serrer les jambes, essayer d'avoir une contraction, distraire son attention, réguler les apports hydriques, différer donc les mictions, et on va gagner en volume de miction et on va gagner sur ce délai de sécurité, c'est-à-dire au lieu de se précipiter, on va peut-être avoir 5 minutes pour aller aux toilettes. C'est très efficace, tout ça, ça marche bien, et je crois qu'il ne faut pas s'en priver.
Alors après, dans les traitements fonctionnels, on a ce qu'on appelle la neurostimulation tibiale postérieure. C'est un petit appareil avec 2 électrodes que l'on met, l'une sous la malléole interne et l'autre un petit peu au-dessus sur la jambe. Donc c'est un traitement qui n'est pas invasif, qui n'a pas d'effet secondaire, et donc c'est une stimulation. On va mettre un petit courant électrique et ça va agir toujours en modulant ce fameux réflexe mictionnel. En fait, ça va modifier les afférences sensitives et ça va diminuer les contractions du détrusor. C'est pris en charge quand on est en ALD. Il faut faire alors une certaine quantité. Là, il est dit, tout ça c'est un peu discuté, mais en gros, c'est 2 fois 20 minutes pendant 15 jours et ensuite 1 fois par jour, 20 minutes. C'est vite passé, on est devant sa télévision, on dîne, on met son appareil. C'est quand même très intéressant. Il n'y a pas de contre-indication. Et il est estimé qu'il y avait une amélioration Marianne de Sèze a dit, amélioration clinique de 80% à 1 à 3 mois, et 71% des patients veulent poursuivre ce traitement. Donc c'est pareil, c'est quand même assez facile d'utilisation, il n'y a pas d'effet secondaire, ça peut aider, ça peut être mis aussi en association à des traitements. C'est le même principe, mais c'est plus lourd, c'est la neuromodulation des racines sacrées. Au lieu d'aller stimuler de façon externe, on va aller stimuler de façon un peu plus performante en mettant une électrode au contact de racines sacrées qui vont moduler toujours la partie afférente, le message sensoriel qui vient de la vessie. Alors, il y a une période de test où l'urologue met une électrode qui est reliée à un boîtier externe avec une ceinture, ce qui va permettre pendant une quinzaine de jours de régler les paramètres et de voir si les personnes sont soulagées de leurs troubles ou pas. Voilà, et au bout d'une quinzaine de jours, on fait un bilan. Si l'effet n'est pas satisfaisant, on enlève le matériel. Si au contraire l'effet est satisfaisant avec une satisfaction d'au minimum 50%, à ce moment-là, on va implanter un générateur qui est sous la peau. Voilà, un petit stimulateur qui est sous la peau, relié avec l'électrode. Il y a des consultations suivies, il y a une carte de matériel implantée. Les effets secondaires sont rares, ça peut être des douleurs locales, périnéales, des membres inférieurs, et souvent ça nécessite un reparamétrage. Il y a un changement de pile tous les 5 ans. Et dans ce qui concerne la sclérose en plaques, il y a une efficacité qui a été démontrée, mais surtout pour des personnes qui ont un EDSS bas, je sais pas comment, c'est voilà, la hauteur du handicap, une forme rémitante et une stabilité depuis au moins 2 ans. C'est ce qui a été estimé dans cette étude. Alors, en dernier recours, si vraiment on n'a pas réussi à calmer cette vessie hyperactive, si vraiment on a du coup une petite vessie avec une grosse pression qui ne se laisse pas du tout distendre, on peut être amené à des choses plus lourdes, c'est-à-dire qu'on va aller retirer un morceau de ce muscle, de ce détrusor, et on va le remplacer par un morceau d'intestin. C'est une grosse intervention, ça s'appelle un agrandissement de vessie, et à ce moment-là, on fait un réservoir plus important, mais donc il n'y a plus ce régime de pression élevée, il n'y a plus ce détrusor qui est hyperactif, mais effectivement, après, il est plus capable de se contracter et il faut se sonder, il faut vidanger la vessie. Et voilà, on arrive à notre deuxième partie. Donc, on est dans la phase inverse du déséquilibre. Là, celui qui gagne, c'est le sphincter, et le détrusor, il n'est pas assez costaud. Donc, effectivement, cette phase rapide où je dois avoir une miction simple, non douloureuse, rapide, ça ne se produit pas. C'est le sphincter qui gagne, ou le détrusor qui est trop faible. Alors, qu'est-ce que ça donne comme trouble? Des difficultés à vidanger la vessie. Donc des dysuries, difficultés au déclenchement de la miction, modification du jet, miction très longue, nécessité de faire des poussées abdominales, d'aller appuyer sur sa vessie pour essayer de la vider, une sensation de vidange qui va être incomplète, et puis quelquefois ça se chronicise et on peut avoir une rétention tout à fait chronique. Là, je vous ai mis un enregistrement d'une débimétrie. Vous voyez que le jet, il est complètement haché. Voilà, il y a des petites mictions qui se succèdent. Et là, c'est les poussées abdominales. Il y a des très très grosses poussées abdominales pour essayer de vider la vessie. Et là, je vous ai mis 2 échographies. Ça, c'est la vessie avant la tentative de miction. Ça, c'est la vessie après. Vous voyez qu'il n'y a rien eu de vidé. Il y a pratiquement le même contenu. Il y a eu quelques gouttes d'urine qui ont été émises, et puis c'est tout. Il peut y avoir des causes neurologiques, bien sûr, on est en plein dedans, mais il peut y avoir aussi des causes urologiques, de la même manière que dans l'incontinence, on avait souvent l'incontinence urinaire à l'effort.
Ici, ça va être surtout l'adénome de la prostate qui peut être associé à une vessie neurologique et qui ne donne pas les mêmes résultats dans la prise en charge chirurgicale. Quand on a une vessie neurologique et un adénome, il faut toujours être très prudent avant l'intervention parce que ça peut modifier le résultat. Alors, de la même manière qu'on avait les épines irritatives, là, on va avoir des facteurs aggravants. Alors, les facteurs aggravants, c'est la constipation. Ce sont beaucoup de médicaments, voilà, on en a fait, j'en ai mis une liste ici, les antispasmodiques, les antidépresseurs, les inhibiteurs calciques, la morphine, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent favoriser la constipation. Donc il faut apprendre à gérer la constipation. Les habitudes, de mauvaises habitudes également. Et puis, une dépendance à la continence lorsqu'on a une perte d'autonomie. On peut petit à petit avoir des dérèglements parce qu'on a envie, on sent le besoin, on a envie d'uriner, mais il n'y a personne pour vous emmener aux toilettes. Et alors, du coup, on arrive à avoir une vessie qui dysfonctionne. Les mauvaises habitudes, c'est surtout quand on veut se presser. C'est des habitudes qu'on a prises en se pressant pour aller aux toilettes. Et du coup, les gens font des poussées abdominales, n'attendent pas de se relaxer, vont faire 3 gouttes et vont repartir. Et puis, à la longue, effectivement, il y a cette habitude de faire des poussées abdominales et de ne pas laisser le temps au sphincter, au périnée, de bien se relaxer pour favoriser la miction. Alors, les traitements de la dysurie, eh bien, on va avoir toujours nos petits acteurs. Le détrusor, là, il ne veut pas se contracter assez. C'est le défaut de la contractilité vésicale. Les résistances urétrales, le sphincter, et puis d'autres choses éventuellement, ne veulent pas se libérer, ne veulent pas libérer l'urètre. Et donc, effectivement, ça va dysfonctionner. Et puis, donc, les habitudes dont on vient de parler. Alors, les défauts de contractilité vésicale, alors malheureusement, il n'y a pas de médicaments. Plus exactement, il y en avait, mais ils ont tellement d'effets secondaires qu'on ne les utilise plus. Donc, si c'est ce détrusor qui, du coup, devient trop faible et ne veut plus se contracter lorsqu'on le lui demande et qui ne veut plus expulser, il va falloir aller drainer les urines. On n'a pas d'autre possibilité. Quand il y a une augmentation des résistances urétrales, on va avoir des traitements médicamenteux. Des injections de toxines, ça se fait de moins en moins dans le sphincter strié, et puis éventuellement la chirurgie d'un obstacle. Alors, les traitements médicamenteux, on va avoir ce qu'on appelle les alpha-bloquants. Ils vont jouer sur le sphincter lisse, et donc ils vont relaxer le sphincter, et on va essayer comme ça de libérer l'urètre et de favoriser l'écoulement des urines. Alors, c'est des traitements que vous connaissez peut-être, le Xatral, l'Omix, le Josir. Donc voilà, ils vont entraîner une relaxation. Et pour les femmes, parce que vous allez me dire, c'est bien gentil pour les hommes, mais pour les femmes, il y a un amendement de la Haute Autorité de Santé qui a mis que c'était une utilisation possible dans la sclérose en plaques pour les hommes et pour les femmes, indépendamment de l'autorisation de mise sur le marché qui est l'adénome de la prostate. Il y a des effets secondaires qui sont principalement des hypotensions orthostatiques parce qu'ils vont se fixer sur des récepteurs qui sont également présents dans les artères. Et donc, ils vont relaxer les artères, et donc ça entraîne des baisses et des chutes de tension. C'est pour ça que souvent, on demande de prendre ce traitement le soir. Et puis, quelquefois, des céphalées. Il y a les traitements médicamenteux de l'hypertrophie de la prostate. Et puis la toxine botulique dans le sphincter strié, c'est une place qui est limitée dans la sclérose en plaques. Ça diminue pas beaucoup les volumes de résidus. Apparemment, pour en avoir discuté avec les urologues, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup moins. Alors on arrive au drainage vésical. Voilà. Quand on n'arrive pas à faire au mieux, il ne faut pas hésiter à aller drainer. Donc on va voir les différents types de drainage, juste derrière. La question est à quel moment ? Voilà. À quel moment on va décider ? Est-ce que, voilà, si on est en rétention complète, on n'a pas le choix, on va drainer puisqu'il n'y a pas d'urine qui s'écoule. Si on a quand même des mictions, à partir de quand on va choisir de drainer ? Alors on choisit quelquefois si on a des résidus quand même importants, qui sont réguliers, qui augmentent l'hyperactivité, et puis si on a quelqu'un qui est vraiment très gêné, ou s'il y a un risque d'atteinte du haut appareil. Et puis enfin, nous verrons la chirurgie. Alors, les autosondages intermittents, souvent les sondages, ça fait très peur à tout le monde, et pourtant c'est vraiment une très bonne méthode de drainage. C'est un sondage qui est propre,
non stériles. C'est-à-dire que dans la mesure où vous vous sondez, vous n'avez pas besoin de mettre des gants, une bavette, etc. Il suffit de se laver les mains et il suffit de faire une toilette autour du méa avec soit de l'eau et du savon, soit des lingettes, mais sans antiseptique. Surtout pas d'antiseptique quand on se sonde soi-même. Ce qui compte, c'est d'avoir des sondages réguliers. Vraiment, on admet maintenant qu'il faut en avoir 4 ou 5 par jour et des volumes inférieurs à 400 millilitres. Parce que s'il y a des gros volumes dans la vessie, ça comprime la paroi de la vessie, ça entraîne une ischémie et ça augmente le dysfonctionnement de la vessie. Alors, je vous en ai mis, il y en a beaucoup de sondes. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires. J'ai essayé d'être la plus neutre possible dans les images que je vous ai mises. Il y en a qui sont reliés à des sacs, pas reliés à des sacs. On peut ajouter des sacs avec. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choix. C'est vraiment un choix qui doit être fait à la suite d'une éducation pour bien que le matériel corresponde à vos besoins. C'est ce que disait M. Chaput, c'est on soigne quelqu'un qui va utiliser le matériel, c'est pas nous qui l'utilisons, c'est la personne à qui on fait l'apprentissage qui va l'utiliser. Donc voilà, il faut trouver le bon matériel, la bonne position pour arriver à se sonder, soit assis sur les toilettes, soit allongé, soit voilà. Ça fait partie d'une éducation thérapeutique. Malheureusement, je dirais, malgré tout le bien que je vous en ai dit, ces sondages ne vont pas toujours être réalisables. Soit parce qu'il y a des troubles d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, parce qu'il y a des troubles cognitifs, soit parce que, par exemple, il y a des difficultés gestuelles et qu'effectivement, le maniement de la sonde va être difficile, soit parce qu'il y a une spasticité, avec une spasticité, par exemple, des adducteurs chez la femme, qui va empêcher les sondages. Chez les hommes, quelquefois, il y a des difficultés pour passer le sphincter avec la sonde. Et on a récemment un nouveau matériel qui vient de sortir et qui peut aider vraiment au passage du sphincter. Elles sont lubrifiées, elles sont vraiment de très bonne qualité. Je crois qu'on peut trouver tout le matériel qu'on veut. Quand on n'arrive pas à se sonder, on ne perd pas la partie pour autant. On peut faire des hétérosondages. Alors, les hétérosondages, c'est quelqu'un, une infirmière à l'hôpital, une infirmière à domicile, quelqu'un de l'entourage qui peut venir faire le sondage. Comme vous a dit le docteur Chaput, quelquefois, c'est difficile quand on est l'aidant de devenir le soignant. Donc, il y a une limite quelquefois qui est un petit peu délicate. Et puis, on augmente toujours le risque infectieux. Malgré les précautions qu'on va prendre, ça augmente le risque infectieux. Donc, c'est moins bien, mais c'est quand même mieux que la sonde Anmer. Voilà, je crois que c'est principalement ça. Je ne sais plus, je voulais vous dire quelque chose, puis j'ai oublié sur l'hétérosondage. Quand la chirurgie est impossible, voilà, parce qu'on va voir qu'il y a des techniques chirurgicales, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le cathétérisme suspubien. On va aller faire on va passer à travers la paroi abdominale et on va aller mettre une sonde directement dans la vessie. Voilà. Et cette sonde, elle est avec un petit ballonnet. Elle a les mêmes suivis, les mêmes nécessités de surveillance qu'une sonde. On la change tous les mois. Ça peut être une alternative. On dit que c'est encore mieux que la sonde Anmer, mais il y a quand même des complications. On arrive tout de suite sur des complications de spasticité, de lithiase et de cancer. Et la sonde Anmer, vraiment, tout le monde ça admet qu'il faut l'éviter autant qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup de complications, des risques infectieux, des prostatites, des calculs, et le risque de cancer est multiplié par 5, sans oublier également l'inconfort. Oui, ce que je voulais vous dire sur l'hétérosondage, c'est que quand c'est une infirmière, c'est difficile de faire passer une infirmière 4 à 5 fois par jour. Donc c'est pour ça que souvent, ça bloque. Alors voilà, les traitements chirurgicaux, il y a quand même des choses très intéressantes. C'est ce qu'on appelle les dérivations continentes. Eh bien, au lieu qu'une femme qui n'arrive pas à se sonder parce qu'elle a une spasticité des adducteurs soit obligée d'utiliser le méa tel qu'il était, on va aboucher la paroi vésicale, soit au nombril, soit sur la fosse iliaque droite, et à ce moment-là, avec un petit sphincter artificiel, et la personne va pouvoir se sonder directement avec un accès beaucoup plus facile. L'autre jour, j'ai une patiente à qui je faisais de la toxine qui est venue et qui m'a dit à la fin de la séance « Est-ce que je peux me sonder ?» Elle en a eu pour 3 minutes. Elle s'est sondée par le nombril et en 3 minutes, c'était fait. C'est quand même une intervention qui est extrêmement intéressante et qui peut vraiment être une alternative quand l'autosondage est difficile pour pouvoir continuer de le réaliser. Parfois,
les difficultés gestuelles ne permettent même pas d'utiliser la sonde, ou parfois ça peut être un choix aussi. On peut faire une dérivation, ce que l'on appelle non continente. Là, il n'y a pas de sphincter, il n'y a pas d'autosondage, il n'y a pas de période de remplissage et de période de vidange, et c'est ce qu'on appelle les interventions type Bricker. On va passer les uretères dans un segment d'intestin, et ce segment d'intestin va être abouché à la peau, et à ce moment-là, on va avoir une poche qui pourra être changée et vidangée régulièrement. Et puis enfin, quand on a un blocage au niveau donc de l'urètre, on va pouvoir faire des traitements chirurgicaux, soit au niveau du col de la vessie, on va faire une incision du col de la vessie pour pouvoir libérer cette partie terminale de la vessie qui quelquefois est trop serrée. Et puis, il peut y avoir les interventions, bien sûr, sur un adénome de la prostate, avec la prudence de bien penser qu'il y a une vessie neurologique derrière et que les résultats ne seront pas toujours ceux qui étaient escomptés. Enfin, quand on n'arrive pas à passer ce sphincter, on peut faire des sphinctérotomies chez l'homme, parce que c'est pour ça que je vous ai parlé au début de l'étui pénien. Un homme peut être appareillé s'il est incontinent, une femme pas. Donc, on peut faire des sphinctérotomies temporaires. On met comme un petit stent à l'intérieur de l'urètre, comme ce qu'on met sur les artères coronaires. Et donc, on a une vessie qui va se vider, mais on est incontinent et il faut mettre en dessous un étui pénien. Voilà. Ça permet quelquefois de passer un cap, ça permet de passer une période qui est difficile. On peut faire cette sphinctérotomie chirurgicalement, mais à ce moment-là, on sectionne le sphincter et c'est définitif. Je ne voulais pas terminer cette présentation sans parler du traitement des infections urinaires, parce que ça, je crois que c'est très important. Dans les vessies neurologiques, les critères d'infection urinaire sont plus compliqués que dans les vessies normales, on va dire. Et il faut bien distinguer ce qui est infection symptomatique d'une colonisation, parce que l'infection symptomatique, on va la traiter. La colonisation, il ne faut pas la traiter, parce que plus on va traiter des colonisations qui sont permanentes, plus on va sélectionner des germes et plus on va avoir des infections sévères. Donc, les patients n'ont pas exactement les mêmes symptômes. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, une infection urinaire, on a des fuites urinaires et on va faire pipi toutes les 5 minutes. Bon, il y a des vessies neurologiques qui ont exactement ça, alors qu'elles n'ont pas d'infection urinaire. Ensuite, on a dans l'analyse de le CBU, de l'analyse d'urine ou dans les bandelettes urinaires, des critères qui ne sont pas respectés. Parce que souvent, on regarde les globules blancs, les leucocyturies, mais dans le cas d'une vessie neurologique, où il y a souvent plusieurs germes, on va avoir des globules blancs qui vont être augmentés et on va avoir des bactéries qui vont être présentes. Donc, ce n'est pas très pertinent. Ce qui est important, c'est soit des symptômes urinaires qui apparaissent, qui sont nouveaux, soit une modification de la spasticité et de l'équilibre tel qu'il était dans notre équilibre vésico-sphinctérien. Donc, on va ne pas traiter les colonisations, on va juste traiter les infections symptomatiques. Donc, il ne faut pas demander de CBU systématique si on n'a pas de cause, de point d'appel. Et on ne va traiter les infections, les colonisations, que si on fait une fibroscopie, un sondage, un bilan urodynamique, que si on a, c'est admis maintenant, je pense, un traitement immunosuppresseur aigu, par exemple des corticoïdes. Et puis, bon, les cas habituels qui sont valables pour tout le monde, si on est porteur d'une prothèse cardiaque, orthopédique, la grossesse, ou certains germes, parce qu'il y a certains germes qui donnent plus facilement des bactériémies, des septicémies, donc là, on va les traiter. Voilà. Et quand on est en autosondage, on va vérifier la technique, on va augmenter la fréquence des autosondages et augmenter les apports hydriques. Je conclus en vous disant que j'espère vous avoir démontré qu'il y avait beaucoup quand même de possibilités de prise en charge, qu'il faut bien comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents pour pouvoir correctement traiter, que ça nécessite, comme toujours en rééducation, de la pluridisciplinarité et une collaboration entre les neurologues, les médecins de rééducation, les kinésithérapeutes, les infirmières, que cette prise en charge, elle doit être, encore une fois,
personnalisé, parce que chaque personne est différente. Il y a les difficultés, le handicap, les difficultés gestuelles, motrices sont différentes. Les conditions de vie, le fait de travailler, de ne pas travailler, l'âge, tout ça est différent. Et enfin, adapté selon l'évolution, parce qu'effectivement, on sait bien que dans une maladie évolutive, les troubles urinaires vont évoluer et les capacités des personnes vont également évoluer. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intervention du Dr Backless? Oui. Tout était clair? Ou alors c'était trop compliqué. J'ai essayé d'être claire. Mais... Ok. Bon. Oui. Comme il n'y a pas de questions, j'en profite. Dans ton expérience électrostimulation du nerf tibial postérieur, tu l'utilises fréquemment. Les résultats, en particulier dans la CEP, c'est de quel ordre? Quel est ton sentiment à toi, outre littérature? Alors, juste mon sentiment, moi en général, je l'introduis pas de manière isolée, je l'introduis avec les anticholinergiques. Quand on a pris un premier anticholinergique, que c'est pas suffisant, qu'on se demande si on met un deuxième anticholinergique, mais qu'on va peut-être augmenter les effets secondaires, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et bon, j'ai pas l'expérience seule parce que je trouve que souvent, c'est un petit peu limite de démarrer juste avec le traitement. Mais il y a des gens qui en sont très satisfaits. Et moi, je le propose régulièrement. Pour moi, c'est un anticholinergique, la stimulation, un deuxième anticholinergique. Et après, on passe à des choses comme la toxine botulique. Mais c'est intéressant. Et il ne faut pas oublier non plus que ça peut jouer aussi, ça a un intérêt dans les incontinences anales. Donc, je n'ai pas du tout parlé des troubles anorectaux, sauf pour dire qu'il fallait traiter la constipation, mais ça joue aussi dans les hyperactivités avec des incontinences anales.